Les causeries urbaines dans le poste. Violence policière, généalogie d'une violence d'État chez Textuel. Bonjour Michel Kokoreff. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'université Paris 8, vous êtes professeur de sociologie, vous travaillez depuis plus de près de 25 ans sur les quartiers populaires, sur leurs questions politiques, sur les problèmes de violence urbaine. Et là, vous vous attaquez à un énorme morceau qui est la violence policière, mais ça va aller plus loin puisque vous faites plus qu'une hypothèse. Vous avez essayé de nous montrer que c'était une violence d'État. Et alors avant de rentrer dans le détail du livre, il serait bien de rappeler peut-être quelques éléments un peu contextuels. Et vous démarrez votre bouquin en disant « Tout le monde déteste la police ». Alors, est-ce que vraiment tout le monde déteste la police ? Alors, d'une part, effectivement, c'est un slogan qu'on a beaucoup entendu dans les manifestations depuis 2016, ainsi que d'autres slogans, par exemple « Que fait la police ? Ça crève les yeux », en lien aux nombreuses personnes qui ont perdu un œil dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc, effectivement, il y a une actualité, militante de ce slogan, qui vient renouveler un peu les anciens slogans bien connus de CRS-SS qui datent de 1947, repris par les 68ards. Alors, est-ce que tout le monde déteste la police littéralement ? Évidemment, non. Ça serait oser de généraliser un slogan qui est censé porter et correspondre à des faits. C'est pour ça que je parle des Gilets jaunes et de la coupure de 2016. Qu'est-ce qu'on dispose comme données ? Alors, régulièrement, les ministres de l'Intérieur successifs, l'ancien, le nouveau, nous expliquent que des sondages montrent que 85% des Français ont une opinion positive de la police. Sauf qu'il faut préciser deux choses. La première chose, c'est que c'est un sondage, donc ce n'est pas la majorité des Français, c'est les gens qui sont interrogés, la majorité des enquêtés, avec des biais d'ailleurs sur la façon d'enquêter sur lesquels je vais passer. Et d'autre part, et je dirais surtout, ce qu'oublie ce chiffre très rassurant pour l'institution policière, éventuellement pour le gouvernement, c'est que plus l'exposition, la fréquentation des différents services de police ou de leurs agents est importante, et plus l'image passe du positif au négatif. Donc ça, c'est un premier élément. Et on voit que ça baisse. Il suffit d'aller dans un commissariat, il suffit éventuellement de participer à une manifestation, dans le cadre de notre sujet, et on voit effectivement que tout de suite, on n'est plus à la majorité écrasante. Par ailleurs, il y a des variations significatives en termes d'âge. C'est-à-dire qu'on voit bien que plus on prend les nouvelles générations et plus effectivement l'image de la police est négative, associée à une expérience vécue, donc ça conforte un peu ce que je disais précédemment. Et enfin, il y a une variable aussi platement sociologique qui fait que plus on descend dans la hiérarchie sociale et plus le taux d'image, plus la perception négative est élevée. Donc j'aurais tendance à dire qu'effectivement tout le monde ne déteste pas la police. J'ai un ami qui joue souvent avec un peu les mots en disant tout le monde déteste cette police que l'on voit notamment dans les manifestations. Mais pour autant, il suffit qu'on y ait affaire ou pas affaire pour qu'on ait une image, encore une fois, une image positive ou négative. Alors, c'est un ouvrage qui est vraiment assez fort, mais qui prend quand même un principe, c'est-à-dire de déconstruire un peu la réalité de ce qu'on renvoie, pour ou contre les violences policières, ou est-ce qu'elles existent ou elles n'existent pas. Et après, on rentrera, vous avez une sorte de... plus qu'une sorte, c'est-à-dire un processus historique qui va se mettre en place dans l'ouvrage avec un postulat fort qui est le post-colonialisme. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, qui est quand même l'épicentre du travail et du socle de votre développement,
Est-ce qu'on peut donner une définition de la violence policière? Est-ce que c'est quelque chose qui est homogène ou hétérogène? Alors là aussi, c'est vrai qu'on est sur un terrain miné, donc c'est pas qu'il faut redoubler de prudence, de précaution, dont les académiques ont le secret, mais c'est un terrain piégé, et notamment c'est un terrain piégé, vous avez raison de le souligner, par les mots. Bon. Donc les mots sont importants, et ce qu'on a comme définition, c'est la vieille définition de Weber qui dit que l'État est le monopole de la violence physique légitime. Et quand il écrit ça à la fin du 19e siècle, il a surtout en tête le rôle des communautés pour préciser que, en fait, les communautés, dans leur diversité, n'ont pas le monopole de la violence physique légitime. Bon. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que la police est le bras armé de la police. La police est le bras armé de l'État. Que l'État a pour bras armé la police, et que, toujours dans ce sens-là, toute police est par définition violente. Bon. Pour autant, et si on se place sur un terrain plus juridique, la question est de savoir si la violence est proportionnée à la situation ou est-ce qu'elle est disproportionnée. Si elle est proportionnée, elle est légitime. Elle est toujours légale, hein, mais à la différence, je sais pas, des violences dans les sectes ou dans les gangs. Mais dans ce cas-là, elle est légitime. Si elle est disproportionnée, si elle est démesurée, et s'il est avéré qu'elle l'a été, à ce moment-là, elle est dite illégitime. Donc, on voit que tout ça, quand même, est pas tout à fait clair. Alors, le terme de violence policière, il me semble être relativement nouveau. En tout cas, sa banalisation est un phénomène assez récent. Et d'ailleurs, le terme est tellement banalisé que ça en est presque devenu un facteur de convergence des luttes que l'on cherche par ailleurs désespérément. Entre finalement les machinistes de la RATP ou de la SNCF, les étudiants de Tolbiac, de Nanterre ou de Marseille, les gilets jaunes et les entravés du périurbain. Et ben finalement, il y aurait un point de convergence qui serait d'être exposé, surexposé aux pratiques policières, violences ou brutales, hein, ce qui est une autre manière un peu de dire les choses. Avant, on parlait de quoi ? Avant, on parlait, disons dans les années 70, bon moi je remonte dans le livre jusqu'aux années d'après-guerre, mais dans les années 70, par exemple, on parlait beaucoup de crimes racistes et sécuritaires. Il y avait une sorte de chasse à l'homme après la guerre d'Algérie, mais surtout à partir des années 70. Bon, c'est la crise, les émigrés sont évidemment des boucs émissaires, et les petits jeunes qui discutent un peu trop dans les halls se font tirer dessus par des voisins qui n'en peuvent plus, par éventuellement des gens de sensibilité d'extrême droite, mais il y a des jeunes aussi qui meurent suite à des interactions avec des membres de la police dans des circonstances qui restent troubles. Donc là, on parle de crimes racistes et sécuritaires, et il faut rappeler que ces crimes racistes ont été régulièrement le déclencheur d'émeutes plus ou moins violentes dès la fin des années 70 dans la banlieue lyonnaise, après en 81 à Vaux-en-Velin, et puis encore après, et jusqu'à 2005, les émeutes nationales, et jusqu'à plus récemment, éventuellement, on pourrait prendre le cas de Nantes, de ce jeune qui a pris une balle dans la nuque en 2009. Mais déjà, à ce moment-là, dans les années 2000, on parle davantage de bavure policière, hein, ce qui n'est pas tout à fait le même terme. Je me souviens que dans les années début des années 2000, alors que cette question était encore d'actualité, parce qu'on va y revenir, elle est de façon récurrente d'actualité, elle revient en permanence, même un Nicolas Sarkozy, qui n'est pas le plus gauchiste des ministres de l'Intérieur et des hommes politiques, avait parlé de violence illégitime. Bon. Donc effectivement, les mots changent, elles ont chaque expression à ses imperfections. Bon. Moi, il me semble que, au fond, il y a des représentations sociales et éventuellement politiques, militantes, des violences policières, mais que pour éviter ces problèmes de vocabulaire, il s'agit de mettre en relation les pratiques policières avec une violence d'État. Et c'est ça un peu le déplacement
que je propose, parce que les violences policières, au fond, elles renvoient à des comportements, elles renvoient à des individus. Elles peuvent être justifiées, alors soit couvertes par la hiérarchie policière, soit éventuellement justifiées par le fait que ce sont des brebis galeuses et des pommes pourries, hein, mais ce n'est pas une violence d'État au sens où même Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, qui n'est pas non plus le plus gauchiste des hommes politiques, parlait de violence systémique. Donc prenons violence policière, parce qu'évidemment ça dit quelque chose, mais pour autant c'est pas un concept dur, et au moins on pourrait parler de violence d'État. Oui, alors vous me tendez la perche parce qu'effectivement, on va rentrer dans le dur au final, vraiment dans la façon dont vous déplacez justement la thématique de la violence policière à la violence d'État. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une logique à tiroir qui va se construire au cours de la narration. Alors justement, ma première question, elle est là. Pourquoi violence d'État? Et je l'illustrerai par vos propres propos. Vous partez d'un postulat, on va dire, même pas postcolonial, colonial et postcolonial, où vous montrez et vous affirmez, avec un processus historique et une narration, voire même une énumération qui est assez impressionnante, que ça s'est construit, peut-être pas forcément à ce moment-là, mais là, le socle se bâtit. Alors j'aimerais que on prend un peu de temps et que vous nous disiez quelques mots. D'abord, la focale va vers la violence d'État et comment ce socle se bâtit via le colonialisme et le post-colonialisme. Oui, alors peut-être c'est mieux de partir de situations concrètes pour peut-être pas donner une définition trop abstraite de la violence d'État. Je vous en prie. La situation concrète, c'est des choses dites, des choses entendues sur le terrain. Par exemple, en 2016, lors des Nuits debout, dans le contexte du mouvement contre la loi travail, contre la loi El Khomri, qui donne lieu à déjà une montée du niveau du seuil des pratiques violentes, et gaz, lanceurs de balles de défense, etc. Et dans ce contexte-là, voilà des militants des quartiers populaires qui débarquent à la République et qui ne cessent de dire et de répéter que finalement, cette violence qui est subie par les manifestants, eh bien, nous, dans les quartiers populaires, on l'a subie depuis 30 ans. Et de la même manière, d'ailleurs, ajoute-t-il, la question de la précarité, la question du chômage, eh bien, nous, dans les quartiers, on vit ça depuis qu'on est tout petit, depuis toujours. Alors, raccordé à d'autres récits sur ce que j'appelle par ailleurs l'histoire politique invisible des immigrations et des quartiers populaires, on se rend compte qu'effectivement, bien avant les années 90, quand on dit 30 ans, ça remonte à peu près oui, aux années 80-90, bien avant, il y a des épisodes quand même qui sont marquants. Il y a bien sûr Charonne, il y a bien sûr le 17 octobre 1961. Et puis ce que j'entends aussi dans les quartiers, c'est quand même bizarre, le 8 mai, on ne célèbre jamais les massacres de Sétif du 8 mai 1945, où les populations fêtent la libération et en même temps en profitent pour faire passer leur message de volonté d'indépendance. Donc ça, c'est un peu la situation concrète qui met la puce à l'oreille et qui conduit à se dire que, de fait, d'un point de vue historique, cet exercice démesuré de la violence par l'État, on peut la faire repartir, en tout cas dans la période contemporaine, de la libération du 8 mai 1945. Et c'est ce que j'essaye de faire en suivant cette histoire, donc encore une fois, souvent invisible, souvent oubliée, qui n'est jamais traitée dans les manuels scolaires,
Ça me semble aussi tout à fait importante, et où on dénombre des dizaines de morts. 14 juillet 53, manifestation donc rituelle. Quelques Algériens se munissent de pancartes et de drapeaux algériens. Ils sont sévèrement réprimés par la police. Je ne me souviens plus le chiffre exact. Je crois qu'il y a une dizaine de morts. Bon, évidemment, le 17 octobre 61, la préfecture annonce 3 morts. Jean-Luc Enaudi, dans un travail, le journaliste qui sera publié en 91, La bataille de Paris, montre qu'il y a eu à peu près entre 200 et 600 morts, la fourchette est large, durant tout le mois d'octobre, c'est-à-dire avant le 17 octobre, lorsque le couvre-feu est déclaré le 5 octobre contre le FNL, et après le 17 octobre. Donc là, on est dans des massacres d'État. Bon. Et c'est pas pour fuir la question, mais il me semble qu'effectivement, en repartant de 1945, de la guerre d'Algérie, en évoquant les autres massacres qui ont été commis en Guadeloupe en 1967 et qui sont aussi largement méconnus et étouffés, évidemment, en suivant ce fil, je me place dans le sillage des Postcolonial Studies, ou en tout cas d'une lecture coloniale et postcoloniale du racisme d'État. Bon. Mais pour autant, c'est pas à ce point-là, je me permettrais d'être en désaccord, un postulat. Parce qu'il y a une réalité historique qui est établie, et qui montre d'ailleurs que, par exemple, l'origine de CRS-SS, c'est la très violente répression des grèves des mineurs en 1947 et en 1948 sous un gouvernement de gauche, Guy Mollet. Bon. Et évidemment, tout le monde a encore en souvenir en 1947 et en 1948 ce qui s'est passé pendant la guerre. La dimension raciale, là, elle n'est pas présente, mais pour autant, la dimension de la violence d'État, elle est présente. Alors après, une fois qu'on a un peu dit ça, et une fois qu'on remarque la continuité du fonctionnement de l'État en matière justement de violence disproportionnée, prenons ce terme, ce qu'on peut observer, c'est 3 choses vraiment simples. C'est premièrement des pratiques violentes, des pratiques disproportionnées, des pratiques de la police qui donnent lieu donc à des morts en série. Donc ça peut être Charonne, les 7 morts de Charonne, mais on peut dire que dans les banlieues, il n'y a pas une année qui se passe sans qu'il y en ait 3 ou 4, voire plus, qui se fassent dégommer. Hein. Donc ça, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, c'est que systématiquement, ces pratiques violentes sont couvertes par l'institution. Pas de sanctions disciplinaires, pas de révocation, hein, par exemple. C'est un exemple de couverture de l'institution policière. Et ça renvoie à tout un fonctionnement que j'explique, c'est le schéma de la pyramide inversée, où en fait, effectivement, il y a des consignes qui descendent du haut en bas, mais les pratiques, au fond, policières, suivent le chemin inverse. Elles sont publicisées, données à la connaissance de la hiérarchie ou pas, et elles rentrent dans les cadres de façon à ce que les fonctionnaires ne soient pas embêtés. On y reviendra parce que c'est un moment important. Oui, absolument. Et troisième dimension, et c'est une dimension aussi très actuelle, la culture de l'impunité. C'est-à-dire que non seulement il y a une couverture par l'institution policière, mais il y a une impunité pénale des responsables de ces dites violences policières, qu'il s'agisse des simples gardiens de la paix ou des CRS ou des gardes mobiles qui ne sont pas inquiétés, qui, s'ils sont mis en examen, bénéficient de non-lieu, ou qu'il s'agisse des responsables, comme ça a été le cas à la Guadeloupe, hein, et qui ont été exfiltrés grâce au réseau Focard, qui était lui-même originaire de la Guadeloupe, et n'ont jamais été inquiétés, de la même manière que les 3 policiers qui étaient mis en examen pour non-assistance à personne en danger suite à la mort de Ziad Ebouna dans le transformateur électrique en 2005 de Luvry-Gargan, ont bénéficié d'une relaxe. Donc, pratique policière plus couverture plus impunité égale violence d'État. Alors,
ce qui est aussi très intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous regardez la façon. Alors, le prisme le plus important que c'est le maintien de l'ordre, qui est mis d'abord en avant. Il y a différents services dans la police, et c'est ce qui est logique, puisque c'est vraiment ce qui est au contact. Il y a des polices. Voilà, et ouais. vous regardez ce qui est au contact, évidemment, avec la population. Mhm. Et alors, ce qui est assez fascinant dans le livre, c'est que voilà, vous arrivez à décortiquer non seulement la façon dont c'est fait, mais l'évolution qu'il y a eu du maintien de l'ordre jusqu'à ce que vous appelez la surviolence. Alors, c'est ça qui est intéressant, il faudrait peut-être s'y arrêter un peu, c'est-à-dire qu'on a du mal, c'est vrai, qu'à comprendre cette logique-là, de la façon dont c'est fabriqué, de la professionnalisation des choses. Ça serait bien de nous en dire un mot et surtout de revenir sur ce que vous appelez la pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans le livre que globalement, le policier confronté à la foule qui doit, entre guillemets, réprimer, cadrer, ou en tout cas freiner un peu, il a une marge de manœuvre assez importante d'une certaine façon. Tout à fait. Alors, ça fait beaucoup de questions, ça, mais je vais essayer de répondre. Quelle est la première déjà, zut Déjà, c'est le prix qui est pris en débord, c'est la question sur l'évolution du maintien de l'ordre. Du maintien de l'ordre. Effectivement, il y a une histoire qui est méconnue, mais qui, par ailleurs, est assez intéressante. Il y a une histoire du maintien de l'ordre. Il y a des historiens de la police, des sociologues de la police tout à fait vénérables et bien connus, qui ont travaillé là-dessus. Bon, je remonte pas au 19e siècle, mais sans doute il y a un repère quand même qu'il faut citer, c'est Vichy. C'est 41, puisque c'est à partir de 41 que la police est nationalisée. Ça devient un service d'État, alors que jusqu'à maintenant, elle est un service, local, un service urbain. J'ose pas dire un service public, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Jusqu'alors, c'est une police qui n'est pas centralisée et qui est d'abord au service de la population. Bon. Et c'est dans ce sens-là où on parle de gardien de la paix. Bien. Ce qu'on voit bien, sans reprendre tout le livre, parce que je vais retirer l'envie à mes lecteurs et mes lectrices de le lire, et à vous d'en vendre, c'est que ce qu'on voit bien, c'est que à chaque moment important, à chaque crise, il y a une sorte de réforme interne, sinon de la doctrine, en tout cas des techniques. Alors, en positif ou en négatif. Réforme, c'est pas forcément bien. Bon, contrairement à ce que pensent les esprits progressistes. Après le 14 juillet 53, le préfet de l'époque décide d'équiper les policiers de bidules. Ces manches de pioche qui font 1,10 m et qui sont dures comme la pierre, permettant de fracasser les crânes, comme on le verra tristement, notamment en 61 et en 62. Donc ça, c'est plutôt une évolution négative. De même, le fait qu'il y a un renforcement des brigades de surveillance des Nord-Africains, qui est quelque chose qui date déjà d'avant-guerre, mais qui est renforcé à ce moment-là. Bon. Je ne vais pas reprendre toute la chronologie, mais par exemple, je cite les manifestations célèbres à Rennes en 93, qui sont particulièrement violentes, où les agriculteurs mettent à sac et brûlent le Parlement de Rennes. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont aussi très, très violentes. Les pêcheurs qui sont de la partie utilisent des harpons. On pourrait parler d'armes de destination. Les états-majors se réunissent et cherchent à protéger toujours davantage la police, en sachant que c'est un phénomène qui est récurrent, notamment depuis 68. On se souvient peut-être des images montrant des CRS en 68 avec leur cravate et leur simple veste, avec juste un bouclier, un énorme bouclier, et donc ce fameux bidule. Bon,
on voit qu'à partir de 68, déjà, l'équipement devient plus sophistiqué, que la protection des forces de l'ordre est une obsession. Et de la même manière, après 93, ça va être le cas. Un dernier exemple peut-être pour la route. Après les émeutes de 2005 en France et en 2007 à Villiers-le-Bel, il y a aussi une réflexion stratégique qui conduit à, par exemple, renforcer la protection, renforcer les équipements, renforcer l'armement, renforcer l'équipement en images, utiliser les voies aériennes, les drones. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois qu'il y a des bavures policières ou à chaque fois qu'éventuellement il y a des blessés nombreux, le ministère de l'Intérieur, éventuellement le préfet de police de Paris, qui est une sorte d'État dans l'État, nous explique que, au fond, tout ça c'est fini, que la police maintenant est propre, qu'elle a été réformée, qu'elle est mieux équipée, qu'elle est mieux formée. Bon. Alors que on a plutôt l'impression que les choses empirent au fur et à mesure. Voilà. Et là, dans la période récente, on voit bien, ça a été encore répété l'autre jour par Darmanin, la protection de la police, c'est vraiment une exigence absolue, sans qu'on se soucie aucunement de la protection de la population qui manifeste pacifiquement ou des riverains qui sont quand même un peu importunés par les gaz lacrymogènes pour ne parler que de ça. Alors, il y avait les autres volets de la question, je réponds un peu longuement. Hein, non, mais il n'y a aucun souci. L'autre volet, c'était effectivement, mais vous avez commencé à répondre, on voit bien que c'est sur que le niveau d'équipement, on va dire, d'une tenue de civil, qui ressemble à une tenue civile, a un format Robocop, pour faire une métaphore illustre bien aussi la marge de manœuvre qu'on laisse des policiers sur le terrain. Et effectivement, vous montrez de façon assez subtile que c'est vrai qu'il y a une situation un peu inversée. C'est-à-dire que tout d'un coup, les ordres qui viennent d'en haut sont plutôt flous et le niveau de décision qu'ils ont à prendre est assez large et ils vont avoir une sorte de marge de manœuvre qui paraît assez contradictoire par rapport à la hiérarchie. Et donc ça donne une sorte de flou artistique dans l'intervention, et c'est un euphémisme sur ce qui s'y peut jouer. Et pour vous, c'est un élément aussi explicatif du processus de fabrication de la violence policière. Oui, une sorte d'absence de contrôle, en fait. Dans le livre, je rends un hommage tout à fait légitime à Dominique Monjardet, qui est un sociologue, qui a été un des premiers sociologues français à s'intéresser à la sociologie de la force publique et plus généralement à la sociologie des policiers, ne serait-ce qu'en se demandant comment devient-on policier. Bon. Et ce que montrait très bien Monjardet, donc qui est décédé en 2006, c'est que il y a trois polices. Il y a la police de sécurité publique, donc ce qu'on appelle les bleus, les gardiens de la paix. C'est eux qu'on appelle en général les flics d'ailleurs. Sans rentrer dans tous les doux mots qui qualifient nos forces de l'ordre depuis le 19e siècle au moins. Il y a la police judiciaire et il y a le maintien de l'ordre. Ces trois polices ont une légitimité différente dans le sens où la police judiciaire est très valorisée. Et d'ailleurs, on ne parle que d'elle, on l'aura remarqué dans les films ou dans les séries. Hein. Et dans les livres. Et dans les livres aussi, tout à fait, bien sûr, dans les policiers, dans les polars. Le maintien de l'ordre à la française est aussi doté d'une légitimité, notamment du fait de la fameuse doctrine zéro mort, hein, alors qui connaît quand même quelques exceptions, hein. Mais enfin, on peut dire qu'il y a un syndrome Malek-Ossikine qui est mort en 86 après avoir été durement matraqué par des voltigeurs en moto, rue Monsieur le Prince, pour justement maintenir cette doctrine de zéro mort. Et en gros, ça a fonctionné jusqu'à Rémi Fraisse. Hein. Ça a fonctionné pas mal jusqu'à 86, de 86 à 2014. Bon. Donc, par contre, la sécurité publique a une faible légitimité
Et souvent, justement, les tensions, par exemple, dans les banlieues, dans les cités, sont liées à des interactions avec ces membres de la sécurité publique qui perdent le contrôle de la situation. Alors, ils perdent tellement le contrôle de la situation, d'ailleurs, qu'on voit la courbe des outrages et rébellions exploser à partir des années 90, alors qu'avant, la consigne des brigadiers, c'est Monjardet qui m'avait raconté ça, c'est « Bon, les gars, et pas d'outrage, hein ». Bon, l'exception est devenue la norme. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, pour en venir à votre question, par rapport à cette notion de pyramide inversée, qu'on doit aussi à Dominique Monjardet, c'est que dans le cas des forces de l'ordre, la marge de manœuvre est très faible parce que c'est l'esprit de corps, c'est l'esprit de discipline, c'est l'esprit de solidarité qui domine. Et ce qui est vrai pour les CRS est évidemment encore plus vrai pour les gendarmes mobiles qui sont un corps militaire. Donc les policiers sont toujours en groupe, ils sont soudés par la discipline, ils bénéficient d'un fort encadrement. Bon. Alors que pour la police judiciaire, on sait que la capacité de jouer avec la légalité est élevée, hein. Même si on n'a pas vu tous les films d'Olivier Marchal, par exemple, bon, ou vu Braco, ou vu Engrenage. Bon. Et pour la police de sécurité publique, cette marge de manœuvre, elle est effectivement assez élevée, hein. Soit un type interpellé, on l'amène au bois de Boulogne, on le tabasse, on le laisse sur place, et c'est pas signalé. Soit un contrôle d'identité, parce que tout part du contrôle d'identité, c'est le seul outil dont disposent les forces de sécurité publique. Un contrôle d'identité qui dérape, on fait en sorte que ça rentre dans les cases et donc que effectivement ça soit inscrit comme un outrage et rébellion. Alors, ce qu'on a observé peut-être plus récemment, c'est que c'est pas aussi simple. Il n'y a pas, disons, une police qui serait, comment dire, hiérarchisée, centralisée, enfin comme le montrent toutes les analyses du phénomène bureaucratique, et puis des polices où la marge, il y a de l'ombre, il y a du flou, il y a du gris, hein, plutôt que du bleu. On a bien constaté dans les différentes manifestations, les rassemblements, etc., que cette marge, elle était réelle. Alors, pas simplement quand les BAC vont venir en appui des CRS ou des gardes mobiles, alors que ce n'est pas du tout leur métier, qu'ils ne sont pas du tout formés, en gros, qu'ils ne savent pas faire, hein. Mais on en a une très bonne illustration avec les scènes de violence qui sont passées en boucle le samedi dernier à Place de la Bastille, où on voit 3 policiers complètement isolés dans la foule. Alors effectivement, être à la limite du lynchage, donc c'est ce qui a choqué, tout le monde. Mais quand même, la question qu'on peut se poser, en prenant un peu de recul avec l'émotion, c'est que diable, ces 3 policiers font-ils au milieu de la foule ? Bon. Et la réponse, elle est très simple, c'est que ce ne sont ni des CRS ni des gardes mobiles, ce sont des membres des compagnies d'intervention, les CI, qui viennent en appui parce qu'il y a un manque d'effectifs, bon, et qui se retrouvent dans une situation, mais qui est totalement contraire aux règles de base du fonctionnement du maintien de l'ordre. Bon. Mais là, ils se font lyncher, et évidemment, c'est regrettable, et c'est même dégueulasse. Bon. Mais dans d'autres situations, la situation par exemple du McDonald's qui a tourné en boucle, où on voit des CRS frapper des gens à l'intérieur du fast-food, bon, c'est pas un ordre, c'est pas une consigne, c'est pas vous allez me chercher tel gars ou allez me les craquer, ces autonomes ou ces black blocs qui sont en face. Et donc à partir du moment où ce corps discipliné, soudé, avec des techniques très précises, c'est un métier le maintien de l'ordre, donne lieu à ce genre de dérive, donc un peu incontrôlable, hein, même avec cette logique de la couverture où on essaye quand même de rentrer dans les cases, il y a de quoi s'inquiéter. Et on en est là, hein, on en est vraiment là. Alors, est-ce que ça traduit une sorte de radicalisation des policiers en général, et notamment dans le domaine du maintien de l'ordre,
That's the question, à laquelle on répond aujourd'hui assez facilement, en signalant que, comme je le fais aussi dans le livre, on est passé de syndicats policiers de gauche, hein, vraiment de gauche, même si ça peut être étonnant, proche du PC, proche du PS, à des syndicats qui sont majoritairement de droite, voire presque bruns, hein, à la lisière du Rassemblement national. On pourrait prendre le cas d'Alliance qui annonce 40 000 syndiqués sur 140, un peu plus de 140 000 au total. Donc, est-ce que encore une fois, cette violence accrue et cette marge d'autonomie résulte d'un processus de radicalisation des syndicats majoritaires ? Effectivement, ça me semble être une question importante et ça permet aussi de souligner le rôle des syndicats, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près il y a plus de 70% des policiers qui sont syndiqués. Bon. En moyenne, je crois, on est en France à 11%, avec des variations évidemment secteur public, secteur privé. Donc 70%, 10%. Pourquoi diable les policiers auraient-ils une conscience syndicale si marquée ? Eh ben simplement parce que c'est une contrainte professionnelle et que être syndiqué, c'est être représenté et du coup être accompagné dans le déroulement de sa carrière, qu'il s'agisse de promotion ou qu'il s'agisse de mutation pour entrer dans son pays natal et fuir ses cités ghettos, ou qu'il s'agisse bien sûr de sanctions disciplinaires. Donc ça met le doigt aussi sur, à mon sens, un des problèmes politiques que l'on rencontre, c'est que le ministère de l'Intérieur ne peut pas développer une politique qui soit contraire aux intérêts et aux attentes des syndicats majoritaires. Bon. Et ça, on l'a vu aussi, pour prendre des exemples, lors du mois de juin dernier, où suite à la mort de George Floyd, un certain nombre d'annonces ont été faites par le ministre Castaner qui interdisait les clés d'étranglement. Tollé dans ce milieu syndical, qui est plus hétérogène, hein, qu'Alliance, mais pour l'instant je nuance pas, et je dis pas que c'est la cause de son départ et de son remplacement par le nouveau ministre de la police, mais on voit qu'il y a une antinomie. Et que d'une certaine manière, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Bon, c'est quand même un souci. Alors, dernier point, parce qu'il faut conclure, le raisonnement suit une logique, c'est-à-dire de violence policière, mettre la focale sur violence d'État, et qui dit violence d'État, c'est aussi imposer un rapport de force. Mmh. Et ce rapport de force, vous le pointez sur la contestation sociale. Oui. Et donc, est-ce que, c'est la question un peu provocatrice que j'ai, est-ce que le bras armé de l'État, qu'est la police, via certaines actions qu'on pourrait confondre comme des violences policières, est devenu un instrument pour étouffer la contestation sociale? Et je dirais une deuxième question, est-ce que c'est un phénomène si nouveau que ça, que l'État, via un certain nombre d'acteurs à sa disposition, veuille étouffer la contestation sociale? Alors évidemment non. On pourrait facilement retrouver à la fin du 19e siècle toute une série d'exemples qui montrent comment les grèves, les occupations d'usines, tel ou tel mouvement sont durement réprimés. Donc évidemment, c'est pas un phénomène nouveau, surtout on pourrait remonter à la Révolution française. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Mais c'est un phénomène d'une part qui s'est intensifié et on peut le dater. C'est-à-dire le fait, je parlais tout à l'heure de Vichy et de cette espèce d'étatisation de la police. Bon, on a vu très nettement dans les années Sarkozy se développer une police d'État, une police qui est d'abord au service de quelques-uns et non pas au service de la majorité, comme le veut l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, qui était rappelé hier par le vénérable maître Henri Leclerc. Bon. Donc il y a eu un tournant
vraiment évident à ce moment-là. Bon. Et encore une fois, et qui a été prolongé par la suite, et notamment à partir de 2016, donc une sorte d'autonomisation politique de la police. Pas simplement une politisation de la police, hein, mais une autonomisation. Et c'est vrai que quand on en parle avec des policiers qui ne sont pas dans le syndicat majoritaire Alliance, qui peuvent être dans d'autres syndicats plus modérés, par exemple, ça peut être EFO, quoique ça peut être des syndicats minoritaires comme CGT Police, eux, ils en ont marre. C'est pas pour ça qu'ils sont rentrés dans la police. C'est pas leur vocation. C'est même pas leur métier d'aller au casse-pipe pour régler les problèmes que le politique engendre. Ce qui est quand même, et pour bien essayer de bien répondre à la question, c'est que ce qui est quand même assez frappant, c'est que, on pourrait dire, jadis, les forces de l'ordre étaient présentes en bord de manifestation à des fins préventives. Et intervenaient souvent en fin de cortège pour réprimer les casseurs qui foutaient le bordel. Bon. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dimension de préventive. On est plutôt dans une stratégie offensive. Bon. Et c'est ce qui fait que cette stratégie offensive, où on va au contact, où on va chercher des gens dans les manifestations, et c'est ce qui fait que, d'un côté, la violence est plus importante, mais surtout, on peut avoir l'impression que c'est la possibilité même de manifester qui est remise en cause. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, la politisation de la police, elle vise à écraser, elle vise à neutraliser, elle vise à empêcher, elle vise même à interdire les manifestations. Bon. Et là, il se passe ce qui se passe, notamment depuis les Gilets jaunes, parce que c'est peut-être ça la goutte d'eau qui a servi de déclencheur. Il y a tout un tas de réactions sur la dérive autoritaire du gouvernement, sur les mesures liberticides. Bon. Parce qu'encore une fois, prévenir, intervenir ou réprimer, c'est pas interdire, empêcher, écraser. Et donc, ça sera ma dernière question. Effectivement, vous mettez le doigt sur d'abord ce qu'on peut observer. Et à la lecture du livre, c'est encore plus flagrant. On a le sentiment, faut être très prudent avec ça, mais malgré tout, qu'effectivement, on voit bien notre rapport à la liberté d'expression, notre rapport à la liberté d'agir. Il y a peut-être la dérive autoritaire, je me mouille, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Et à la lecture de votre livre, on a presque l'impression que ce qui est visible, et ce que vous nous montrez, c'est ce qui est visible, les violences policières, est-ce que... C'est un peu tordu comme question, mais on a l'impression que c'est un peu l'arbre qui cache paradoxalement la forêt. C'est-à-dire que on focalise un peu, comme un peu la technique que faisaient les coachs américains de sport, où ils concentraient tout l'énervement sur eux pour pouvoir souder l'équipe, et en fin de compte, ça a masqué énormément de choses. On a cette impression, c'est vrai que c'est tellement flagrant de ce qu'on a pu voir comme image, de gens qui ont recensé un certain nombre de vidéos. Je ne parle même pas du dernier film de David Dufresne, qui est quand même... quoi qu'on en pense, enfin, c'est quand même terrible ce qu'il nous montre. Mais au final, la réduction, on va dire, de notre marge de manœuvre de liberté touche énormément de champs, énormément d'éléments de la sphère sociale. Alors voilà, ma question est un peu provocatrice, mais est-ce que c'est pas paradoxalement l'arbre qui cache la forêt ? Non, elle n'est pas provocatrice, et je le dis d'ailleurs à la fin du livre, en reprenant une formule de Joshua Glover qui dit l'État, contrairement au XVIIe siècle, l'État est proche et l'économie est lointaine. Au XVIIe siècle, c'était le contraire. C'était l'économie qui était proche et l'État qui était lointain. Et donc, en 3 siècles, on a assisté à une révolution, à un complet renversement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'exécutif lance des réformes qui sont perçues négativement, en tout cas contestées, on est en démocratie jusqu'à maintenant, par les forces vives de la nation, cette contestation provoque une répression qui a été sans précédent
ces dernières années, il faut remonter à 68 et encore, parce qu'il n'y avait pas de mutilés comme on en a vu pendant les Gilets jaunes. Bon. C'est un piège. Et c'est un piège parce que le combat avec l'État sera toujours une défaite. Le rapport de force est asymétrique. Les forces en présence sont sans commune mesure en termes d'équipement, d'organisation. Bon. Donc, c'est un piège parce que d'une part, en se focalisant sur la répression policière, on en oublie éventuellement les réformes néolibérales de l'école, de l'hôpital, de l'assurance chômage, de la SNCF, et j'en passe, et des meilleurs. Et d'autre part, on oublie aussi qu'effectivement, ce n'est que la partie la plus visible du pouvoir, hein, et donc qui masque des mécanismes de gouvernance mondiale qui correspond quand même à ce qu'on appelle le capitalisme, hein, c'est pas un gros mot, mais qui ont comme caractéristique d'être soit invisibles, soit intouchables. Bon. Et donc là-dessus, il ne faut pas se leurrer, et c'est là où c'est pas du tout un livre militant. C'est que, parce qu'on me l'a reproché déjà, c'est que le débat sur les violences policières ne devrait pas masquer en aucune manière la question des inégalités sociales, des inégalités raciales, des inégalités de genre, bon, et effectivement le rôle de l'économie avec un grand E qui est le grand récit. Alors après, évidemment, toute la difficulté, c'est comment à la fois s'attaquer au terrain de l'État, c'est la propriété, c'est la circulation, c'est l'ordre public, et ne pas se laisser piéger par ce même État ni complètement écrasé, en ne perdant pas de vue ce que par exemple le mouvement altermondialiste avait bien mis en avant, mais ce qu'on a vu aussi dans différents mouvements de révolte, dans cette espèce de rage planétaire là qui s'est emparé du monde, notamment depuis le printemps arabe en 2019, où, au fond, les gens manifestent pour les mêmes causes, hein, c'est-à-dire le pain, le prix de l'huile, le prix du carburant, le prix du ticket de métro. C'est ça le point de départ. Alors c'est un détail, le prix du carburant, mais quand on voit les gilets jaunes, d'où ils sont partis pour arriver à la démission de Macron, on voit qu'il y a quand même un chemin assez étonnant. Donc c'est pas provocateur, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais c'est peut-être aussi une conception du pouvoir, comme le disait Foucault, qui n'est pas localisé, qui n'est pas simplement défini par la tête qu'est l'État, mais qui est beaucoup plus diffus et qu'il s'agit de ne pas perdre de vue parce qu'il pèse sur nos existences. Ça sera une belle conclusion. Alors je rappelle le titre du livre. C'est Violences policières, généalogie d'une violence d'État. C'est chez Textuel et c'est une lecture que je recommande chaudement. Merci à vous. Merci. Les causeries urbaines dans le Poste.